Il y a un an, alors que je me tenais sur le porche de la petite maison de la rue des Peupliers et que je tendais un trousseau de clés à Héloïse, j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait. Ma fille m'a regardée, aussi surprise que si je venais de lui annoncer mon intention d'aller sur la Lune. La maison était modeste, 2 étages avec 3 chambres et un minuscule jardin à l'arrière. Rien d'extraordinaire, mais une véritable bouée de sauvetage pour une mère célibataire avec 2 enfants. Depuis son divorce, Héloïse vivait dans des appartements en location, déménageant tous les 6 mois lorsque les propriétaires augmentaient les prix ou décidaient simplement de vendre. Les enfants, Owen, 8 ans, et Ruby, 5 ans, étaient fatigués de faire constamment leurs valises. La décision de donner la maison avait mûri en moi pendant des mois. Après la mort de Charles, la maison de l'avenue de l'Érable était devenue trop calme, trop vide. L'assurance et son épargne retraite m'ont donné la liberté financière que nous n'avions jamais eue de son vivant. 37 ans comme bibliothécaire scolaire m'avaient appris à économiser chaque euro pour les jours difficiles. Maintenant, ce n'était pas un jour difficile pour moi, mais pour ma fille. Héloïse a pleuré, ce jour-là. Elle se tenait au milieu du salon vide et pleurait, serrant ses clés contre sa poitrine. Les enfants couraient dans les pièces en criant de joie qu'ils auraient enfin chacun leur propre chambre. Ruby a même déclaré qu'elle mettrait un panneau « Interdit aux garçons » sur la porte pour éloigner son frère de ses jouets. « Maman, je ne sais pas quoi dire », répétait Héloïse en essuyant ses larmes. « C'est trop. Je ne pourrai jamais te rembourser. »« Tu n'as pas à le faire », ai-je répondu. « L'important est que les enfants grandissent dans la stabilité. » Le divorce de Daniel avait laissé Héloïse pratiquement sans ressources. Il l'avait quittée pour une collègue de 6 ans sa cadette, emportant la plupart de leurs économies. La pension alimentaire était irrégulière. Il changeait d'emploi pour réduire son salaire officiel. Ma fille, qui avait autrefois rêvé de devenir enseignante, avait accepté un poste de caissière au Crédit Populaire, le seul emploi qu'elle pouvait trouver sans diplôme supérieur. Les premiers mois se sont bien passés. Héloïse s'est habituée à la nouvelle routine et les enfants se sont installés dans l'école du quartier. Je leur rendais visite le dimanche, leur apportais des tartes et aidais aux petites réparations. La maison s'est progressivement remplie de vie. Des dessins d'enfants sur le réfrigérateur, des jouets dans le salon, l'odeur de la pâtisserie maison dans la cuisine. Ma fille semblait heureuse. Elle disait qu'elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Les enfants ne demandaient plus quand ils allaient déménager à nouveau. Owen s'est fait des amis à l'école. Ruby s'est inscrite à un cours de dessin à la bibliothèque municipale. Les formalités administratives traînaient en longueur. Avocat, notaire, service du cadastre, tout était lent comme d'habitude dans notre petite ville. Il fallait réaliser une expertise du bien pour vérifier la pureté de la transaction, rassembler une multitude de certificats. Je ne pressais pas les choses. L'essentiel était que la famille ait un toit au-dessus de sa tête. Les papiers attendraient. En mars de cette année, les canalisations ont éclaté chez moi. Ce n'était pas une simple fuite. L'eau a coulé si fort qu'en une demi-heure, tout le sous-sol et la moitié du rez-de-chaussée ont été inondés. Je me suis réveillée dans la nuit à cause d'un bruit étrange qui ressemblait à une cascade. Quand je suis descendue et que j'ai allumé la lumière, j'ai vu qu'il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles dans la cuisine. Le plombier est arrivé le matin et a eu les bras chargés. Les vieilles tuyauteries en fonte, posées dans les années 50, avaient tout simplement cédé. À plusieurs endroits, il y avait des fissures par lesquelles l'eau se précipitait sous pression. Un remplacement complet du système d'alimentation en eau serait nécessaire, ce qui signifiait ouvrir les planchers, casser les murs et changer la plupart de la décoration intérieure. L'expert de la compagnie d'assurance est arrivé le lendemain, a secoué la tête et nous a donné le montant des dégâts. La réparation prendrait au moins 2 mois, et il était impossible de vivre dans la maison pendant ce temps. L'odeur d'humidité imprégnait chaque recoin. Des taches de moisissure sombres sont apparues sur les murs. Et l'électricité au sous-sol avait été coupée pour des raisons de sécurité. « Madame Ulrich, vous devriez absolument trouver un logement temporaire », a dit le contremaître. « Les travaux se dérouleront du matin au soir. Poussière, bruit, installation à nu. Ce n'est pas un endroit pour une femme de votre âge. » Héloïse a suggéré que je m'installe chez eux quand elle a appris l'inondation. Je suis arrivée le soir même, j'ai regardé la dévastation et j'ai secoué la tête. « Maman, nous avons beaucoup de place. Les enfants adoreraient. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. » J'ai hésité. Je ne voulais pas troubler leur tranquillité, m'immiscer dans leur routine bien établie. Une année de vie dans la maison qu'on lui avait donnée avait appris à Héloïse à être indépendante,
à prendre ses propres décisions et à faire ses propres projets. La présence de sa mère pourrait tout gâcher. Ne sois pas idiote, a insisté ma fille. Tu nous as aidés pendant tout ce temps. Maintenant, c'est notre tour. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Louer un appartement pour 2 mois semblait être un gaspillage, et vivre dans un motel était un plaisir douteux pour une femme de mon âge. De plus, je voulais être à proximité pour contrôler l'avancement des réparations, pour garder un œil sur les ouvriers. J'ai fait 2 valises avec l'essentiel et j'ai emménagé dans la maison de la rue des Peupliers. Début avril, Héloïse m'a préparé une chambre à l'étage, à côté des chambres des enfants. C'était petit mais confortable, avec une fenêtre donnant sur le jardin et un lit confortable. J'ai posé la photo de Charles sur la table pour ne pas me sentir complètement étrangère. Les premières semaines se sont déroulées sans heurts. Nous avons rapidement mis en place une routine quotidienne qui convenait à tout le monde. Je me levais à 7 heures du matin, préparais le petit déjeuner pour la famille et préparais les enfants pour l'école. Héloïse partait travailler à 8 heures du matin et revenait à 18 heures. La maison m'était laissée pour ce temps. Au début, je m'occupais simplement du ménage, mais peu à peu, j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Je récupérais les petits-enfants à l'école, aidais aux devoirs, préparais le dîner. Owen s'est avéré être un garçon brillant, mais il avait des difficultés en mathématiques. Nous nous asseyions à la table de la cuisine et je lui expliquais les fractions en utilisant des tartes et des pommes comme exemple, et les pourcentages en utilisant les remises au magasin. Ruby était plus intéressée par la lecture. Elle m'apportait des livres de la bibliothèque de l'école et nous lisions ensemble, discutions des personnages et inventions des fins alternatives aux histoires. La jeune fille était vive, posait beaucoup de questions, aimait imaginer. Le week-end, nous allions au parc, nourrissions les canards dans l'étang. Les enfants me parlaient de leurs amis de l'école, de leurs professeurs, de qui ils aimaient et de qui ils n'aimaient pas. Héloïse semblait détendue à ces moments-là, comme si un lourd poids avait été enlevé de ses épaules. Elle pouvait se permettre d'être simplement une mère, sans penser aux problèmes ménagers. Je faisais la plupart des tâches ménagères, cuisine, lessive, nettoyage, courses. Non pas parce que ma fille me l'a demandé. Cela semblait simplement naturel. Elle travaillait à plein temps, élevait seule les enfants, faisait face à de nombreux problèmes. Mon aide était la bienvenue. Nous faisions nos courses ensemble le samedi. Héloïse faisait une liste. J'ajoutais mes propres articles. Au magasin, elle regardait parfois les produits chers. De la bonne viande, des fromages de qualité, des légumes bio, mais secouait ensuite la tête et mettait quelque chose de moins cher dans le panier. Je sortais silencieusement mon portefeuille et payais la différence. Je lui disais que je voulais gâter mes petits-enfants, que je n'avais de toute façon nulle part où dépenser ma retraite. Les enfants se sont vite habitués à mes cadeaux. Owen m'apportait ses dessins de l'école et me demandait de les accrocher au réfrigérateur, à côté de ceux de sa sœur. Ruby ne s'endormait qu'après que je lui ai lu une histoire. Il m'appelait simplement « Mamie », sans aucune formalité, me confiait des secrets, se plaignait l'un de l'autre. La rénovation de ma maison était plus lente que prévu. Les ouvriers trouvaient alors de nouveaux problèmes avec le câblage électrique, ne pouvaient pas obtenir les matériaux nécessaires ou ne venaient tout simplement pas pour des raisons inconnues. J'appelais le contremaître chaque semaine et il promettait de finir pour la fin du mois, puis reportait le délai de quelques semaines. Vous voyez, Madame Ulrich, expliquait-il, les vieilles maisons sont comme les personnes âgées. Vous commencez à traiter une chose, vous trouvez une douzaine d'autres problèmes. Héloïse n'était pas mécontente de mon séjour prolongé, du moins en apparence. Elle était toujours polie, me remerciant pour mon aide avec les enfants et la maison, me demandant mes projets. Mais parfois, je surprenais des regards étranges, obsessionnels, pensifs, comme si elle calculait quelque chose dans sa tête. Fin mai, la maison a commencé à me sembler être la mienne. Je savais où se trouvait chaque objet, je me souvenais des préférences de chaque membre de la famille. Owen n'aimait pas les flocons d'avoine, mais il adorait les crêpes au sirop d'érable. Ruby adorait la confiture de fraises et refusait tout autre. Héloïse buvait son café strictement noir, sans sucre ni lait, et ne supportait pas qu'on lui offre des sucreries avant midi. Nous avons développé notre propre rythme, le matin, petit déjeuner et préparatifs. L'après-midi, mes corvées et le retour des enfants de l'école. Le soir, dîner en famille et aide aux devoirs. Le vendredi, nous regardions des films. Les enfants choisissaient à tour de rôle. Le dimanche, nous allions à l'église, puis déjeunions dans un café ou pique-niquions dans le parc, si le temps le permettait. Je me sentais utile. Après la mort de Charles,
Les jours avaient été lents et monotones. Ici, cependant, chaque jour était rempli de choses à faire, de soucis, de conversations animées. Les enfants me donnaient de l'énergie. Leur rire remplissait la maison de joie. Héloïse me parlait de son travail, partageait ses projets, me demandait conseil sur l'éducation des enfants. Mais quelque chose a commencé à changer vers la mi-mai. Héloïse est devenue plus silencieuse, pensive. Elle répondait à mes questions sur le travail ou les projets du week-end par des réponses monosyllabiques. Quand je proposais de l'aider, elle hochait la tête, mais sans la même appréciation dans les yeux. Il y avait une tension qui n'existait pas auparavant. Un soir, alors que les enfants dormaient, j'ai demandé si je les dérangeais, s'ils étaient fatigués de ma présence. Héloïse a secoué la tête, a dit que tout allait bien, qu'elle était juste fatiguée du travail. Mais sa voix manquait de conviction et son regard glissait au-delà de moi sans s'attarder sur mon visage. J'ai décidé que j'étais le problème. Peut-être que je m'ingérais trop activement dans leur vie, que je donnais des conseils non sollicités, que j'imposais mes habitudes. Je suis devenue plus prudente dans mes remarques, j'ai offert mon aide moins souvent, j'ai passé plus de temps dans ma chambre, mais l'atmosphère ne s'est pas améliorée, au contraire, elle est devenue encore plus tendue. Fin mai, la rénovation de ma maison était enfin terminée. Le contremaître a appelé et a dit que je pouvais réceptionner les travaux. Je suis allée voir. Tout avait l'air super. Nouvelle plomberie, peinture fraîche, sol refait. La maison attendait mon retour. Mais d'une certaine manière, je n'avais pas envie de partir. Ici, rue des Peupliers, je me sentais membre de la famille, utile et nécessaire. Et là-bas, avenue de l'Érable, tout ce qui m'attendait, c'était le silence et les souvenirs de Charles. La conversation a commencé un samedi matin, le 1er juin, alors que les enfants étaient partis chez les garçons du voisinage pour jouer au football dans le jardin. Je faisais la vaisselle après le petit déjeuner. Héloïse était assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. Le silence s'éternisait, devenant inconfortable. Il y avait une certaine tension dans l'air que je sentais depuis des jours. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle enfin sans tourner la tête. J'ai posé l'éponge et me suis essuyé les mains avec le torchon. Il y avait dans la voix de ma fille un sérieux qui m'a mise sur mes gardes. Héloïse commençait rarement les conversations sur un ton aussi formel, comme si elle se préparait à prononcer un discours répété. Bien sûr. De quoi? Elle s'est tournée vers moi, croisant les mains sur la table. Son visage était calme, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Je n'avais vu cette expression que lorsqu'elle prenait des décisions importantes, quand elle a demandé le divorce ou postulé pour un emploi à la banque. De notre situation, de combien de temps ça va durer? Tu veux dire, le fait que je vive ici? Je me suis assise en face d'elle, essayant de comprendre où elle voulait en venir. La rénovation devrait être terminée la semaine prochaine. J'ai déjà appelé le contremaître hier soir. Ce n'est pas seulement une question de délai, maman. C'est le principe. Héloïse prit une gorgée de café, rassemblant ses pensées. J'ai attendu, sentant un nœud désagréable dans mon estomac. Quelque chose dans son attitude me disait que ce ne serait pas une conversation facile. Cette maison m'appartient maintenant, a-t-elle poursuivi, me regardant droit dans les yeux. Tu me l'as donnée, tu te souviens? Et je t'en suis très reconnaissante. Vraiment. Mais c'est ma propriété maintenant, et je dois apprendre à en assumer la responsabilité. Je ne comprenais pas où la conversation menait. J'ai hoché la tête, attendant qu'elle continue, essayant de comprendre la logique de ma fille. Tu vis ici depuis près de 3 mois maintenant, a dit Héloïse en comptant sur ses doigts. Tu as utilisé les services publics, mangé notre nourriture, occupé une chambre. J'y ai réfléchi longtemps, très longtemps, et j'en suis arrivée à la conclusion que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas? Ai-je répété ces mots, n'en croyant pas mes propres oreilles. Qu'est-ce qui ne peut pas continuer exactement? Ça ne peut pas, a confirmé ma fille avec une étrange certitude. Je dois apprendre à fixer des limites, même avec les personnes les plus proches de moi, surtout avec les plus proches. Les mots sonnaient comme un discours mémorisé, comme si elle les avait répétés devant un miroir. Je ne pouvais pas imaginer ma fille, à qui j'avais donné cette maison, me parler de limites. Quelle limite peut-il y avoir entre une mère et sa fille? Héloïse, je ne comprends pas. Je t'aide avec les enfants, je m'occupe de la maison, je cuisine, je nettoie. Est-ce que ça ne compense pas le fait que je vive ici? Il ne s'agit pas de compensation, a-t-elle interrompu rapidement, comme si elle s'attendait à cette objection. Il s'agit de principe.
Je suis une femme adulte, indépendante. J'ai ma propre maison, et si quelqu'un y vit, même ma mère, cela doit être fait correctement. Ça doit être fait correctement. Ces mots ont sonné comme une gifle. J'ai regardé ma fille et je ne l'ai pas reconnue. Où était l'Héloïse qui pleurait de bonheur en recevant les clés de la maison, qui me remerciait encore et encore, promettant de ne jamais oublier ma gentillesse? Que suggères-tu exactement? Ai-je demandé, essayant de rester calme même si tout se retournait à l'intérieur. Un bail officiel, avec une somme d'argent fixe et des conditions de paiement claires. Un bail, ai-je répété lentement. Avec ma propre fille, pour la maison que je lui ai donnée. N'en fais pas une tragédie, maman, a dit Héloïse avec une pointe d'irritation dans la voix. C'est une pratique normale. Les adultes paient un loyer. C'est naturel et juste. Je me suis levée de table et je suis allée à la fenêtre. Les enfants jouaient au ballon dans le jardin, leur rire traversant la vitre. C'était un samedi après-midi ordinaire dans une petite ville française ordinaire, et j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Combien? Ai-je demandé, sans me retourner pour regarder mes petits-enfants jouer. 1 000 € par mois. Je me suis retournée. Héloïse était assise le dos droit, tenant la tasse à 2 mains. Son expression était professionnelle, comme si elle discutait des conditions d'un prêt bancaire avec un autre client. 1 000 €, ai-je répété, m'assurant d'avoir bien entendu. C'est un prix juste pour un endroit comme celui-ci dans notre quartier. J'ai fait des recherches sur Internet, en regardant des annonces similaires. Elle avait donc préparé cette conversation à l'avance, étudié le marché immobilier, calculé le coût de ma vie dans une maison qu'elle avait elle-même reçue en cadeau. Le cynisme de ce qui se passait était stupéfiant. Et l'aide avec les enfants? Ai-je demandé. La cuisine, le ménage, les récupérer à l'école, l'aide aux devoirs. C'est ton choix, maman. Personne ne te force à le faire. Si tu veux aider, aide. C'est bien pour moi. Mais les frais de subsistance sont séparés. Mon choix. Comme si prendre soin de mes petits-enfants était un passe-temps, une occupation de retraité, et non une nécessité vitale pour une mère célibataire qui travaille. Comme si 3 mois d'aide quotidienne ne signifiaient rien. Héloïse, écoute-toi. Ai-je dit aussi calmement que possible. Je t'ai donné cette maison. Je l'ai donnée pour t'aider, toi et les enfants, pour vous donner de la stabilité, un toit au-dessus de votre tête. Et maintenant, tu me demandes un loyer pour y vivre. Parce que tu me l'as donné, je dois en assumer la responsabilité, a-t-elle répondu avec une logique tordue. C'est ma propriété et je ne peux laisser personne, pas même toi, l'utiliser gratuitement. C'est une question de principe. Principe, ai-je répété. Quel principe peut-il y avoir entre une mère et sa fille, entre une grand-mère et ses petits-enfants? Les principes des relations d'adultes, a répondu Héloïse, une pointe de réprimande dans la voix. Je ne suis plus une petite fille, maman. J'ai des enfants, un travail, des responsabilités. Je dois apprendre à vivre selon les règles du monde des adultes. Les règles du monde des adultes. Ces mots sonnaient comme des slogans de livres de développement personnel ou d'articles de magazines féminins. Je soupçonnais ma fille de les avoir lus quelque part ou de les avoir entendus d'un ami ou d'un collègue. Et si je refuse de payer? Ai-je demandé sans détour. Héloïse est restée silencieuse un moment, faisant tourner la tasse entre ses mains. Pour la première fois de toute la conversation, l'incertitude a traversé son visage. Alors tu devras trouver un autre endroit où vivre, a-t-elle dit enfin. Un autre endroit. Ma propre fille, à qui j'avais donné la maison, me suggérait de trouver un autre endroit où vivre. L'absurdité de la situation était si flagrante que j'en ai même ri. Tu plaisantes. Je suis très sérieuse, maman. À ce moment-là, les enfants sont entrés en courant de la rue, faisant irruption dans la cuisine avec les joues rouges et les cheveux en désordre. Owen réclamait bruyamment du jus. Ruby se plaignait que les garçons ne la laissaient pas jouer au football, disant que ce n'était pas un jeu de filles. Mamie, tu peux leur dire que les filles peuvent aussi jouer au football, a demandé Ruby en s'accrochant à mon bras. Dis-leur que ce n'est pas juste. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit en lui caressant la tête et en essayant de cacher ma confusion. Les filles peuvent jouer à tout ce qu'elles veulent. Héloïse a versé du jus pour les enfants, leur a donné des biscuits de la boîte sur la table, a fait ses gestes habituels, comme si elle ne venait pas de me donner un ultimatum financier. Je la regardais, essayant de comprendre quand ma fille était devenue si étrangère, si calculatrice. Maman, réfléchis à mon offre, a-t-elle dit alors que les enfants retournaient dans le jardin avec du jus et des biscuits.
Je ne veux pas te faire de mal ni te contrarier. Je pense juste que c'est plus juste pour tout le monde. Plus juste, ai-je répété, ne cachant pas l'amertume dans ma voix. Oui, ça l'est. Et pour toi aussi. Tu te sentiras plus indépendante en sachant que tu paies ta part. Tu ne te sentiras pas comme un fardeau. Plus indépendante. Héloïse avait manifestement lu quelques conseils de psychologie sur la façon de construire des limites saines dans une relation. Seulement, elle ne les appliquait pas à son ex-mari ou à des collègues agaçants, mais à sa propre mère qui l'avait aidée à s'occuper des enfants et de la maison pendant 3 mois. Combien de temps ai-je pour réfléchir? Ai-je demandé. Jusqu'à lundi, a-t-elle répondu après une courte pause. Si tu es d'accord, nous officialiserons tous les documents par l'intermédiaire d'un avocat. Et non. Elle a haussé les épaules avant de pouvoir finir. Sinon, je devrais déménager. De la maison que je lui avais donnée il y a moins d'1 an, de la maison où j'avais passé la meilleure partie de 3 mois depuis la mort de mon mari. L'absurdité de la situation était écrasante. D'accord, ai-je dit. Je vais y réfléchir. Héloïse a hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui avait résolu un problème commercial compliqué. Merci de ta compréhension, maman. Je savais que tu me comprendrais. Je me suis dirigée vers l'escalier, ressentant le besoin urgent d'être seule, de digérer ce que j'avais entendu. Je me suis arrêtée au milieu des escaliers en entendant la voix de ma fille. Tu me paieras 1500 € par mois, m'a crié Héloïse. Et pas de faveur. Je me suis retournée. Ma fille se tenait au milieu de la cuisine, le menton relevé, les yeux brillants de détermination et peut-être de colère que je n'ai pas immédiatement accepté ces conditions. 1500 € par mois, a-t-elle répété plus fort comme si je n'avais peut-être pas entendu. C'est le prix final. Je suis montée silencieusement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Dehors, les enfants continuaient à jouer, leur rire semblant maintenant moqueur. Je me suis assise sur mon lit et j'ai essayé de comprendre exactement ce qui s'était passé. Ma fille, à qui j'avais donné la maison, venait de me demander un loyer pour y vivre. Elle exigeait 1500 € par mois pour le droit de vivre sous le toit que je lui avais fourni. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fait mes valises et je suis descendue en silence. Héloïse se tenait à la fenêtre du salon, regardant les enfants jouer. Elle s'est retournée en entendant mes pas dans l'escalier. « Maman, où vas-tu? Parlons des détails. » Je n'ai pas répondu, j'ai attrapé mes clés de voiture sur la commode dans le couloir et je me suis dirigée vers la porte. La valise était lourde, mais je me suis débrouillée seule sans demander d'aide. « Maman, ayons une conversation d'adulte, » a continué Héloïse en me suivant. Il n'y a pas besoin de faire un drame pour une simple proposition commerciale. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis rentrée chez moi, avenue de l'Érable. Dans le rétroviseur, j'ai vu Héloïse debout sur le porche, me regardant. Les enfants dans le jardin n'ont même pas remarqué mon départ, continuant à jouer au football. La maison sentait la peinture fraîche et la plomberie neuve. Les ouvriers avaient terminé les réparations la semaine dernière, mais je n'arrêtais pas de repousser mon retour, espérant prolonger mon temps avec mes petits-enfants. Maintenant, je réalisais que j'avais attendu pour rien. J'aurais dû revenir dès que j'en avais eu l'occasion. La maison m'a accueilli dans le silence. Les meubles étaient sous une bâche. Le sol était recouvert d'un nouveau stratifi de couleur chêne clair. Tout semblait étranger, inconnu, comme si j'étais entrée dans la maison de quelqu'un d'autre. La compagnie d'assurance avait dépensé plus de 20 000 € pour les réparations, et les résultats étaient impressionnants. J'ai retiré la bâche du fauteuil de Charles, celui dans lequel il aimait lire le journal le dimanche, et je me suis assise, j'ai fermé les yeux, j'ai essayé de me calmer. 1500 € par mois pour vivre dans la maison que j'ai donnée à ma propre fille, pour l'aider avec les enfants, la cuisine, le ménage, faire toutes les choses que je faisais autrefois gratuitement et avec joie. Les premières heures se sont passées dans une sorte de torpeur. Je me promenais sans but dans la maison, réarrangeant les choses, lavant une poussière inexistante. L'activité physique m'aidait à ne pas penser à ce qui s'était passé, mais mes pensées revenaient sans cesse à la conversation du matin. Comment sa fille avait-elle pu dire une chose pareille? D'où venait cette froideur, cette attitude commerciale? Le téléphone a sonné vers 18 heures. Héloïse. J'ai regardé l'écran et je n'ai pas répondu. Puis encore et encore. Après la 5e sonnerie, j'ai complètement éteint le téléphone. Je ne voulais pas entendre ces explications, ces excuses ou ces nouvelles exigences. La nuit s'est passée sans sommeil. J'étais allongée dans mon lit,
rejoint la conversation avec ma fille dans ma tête, cherchant le moment où tout avait mal tourné. Quand mon aide s'est transformée en fardeau et ma gratitude en demande de paiement. Peut-être que j'étais vraiment restée trop longtemps avec eux. Peut-être avais-je violé une frontière invisible. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas de ma faute. C'était Héloïse qui avait changé. Une personne différente. Quelqu'un qui pouvait exiger un loyer de sa propre mère pour une maison qu'on lui avait donnée en cadeau. Dimanche matin, j'ai appelé Gauvin. Mon fils vivait à Orléans, à 1 heure d'ici. Il travaillait comme agent d'assurance pour une grande entreprise. Marié tard, 40 ans, pas d'enfant. Contrairement à sa sœur, il a toujours été pratique et sensé. Salut, maman. Comment avancent les rénovations? Quand est-ce que tu rentres à la maison? C'est fini, ai-je dit. Gauvin, j'ai besoin d'un conseil. Juridique. La voix de mon fils est devenue sérieuse tout de suite. Il savait que je n'étais pas du genre à faire des drames et que je ne demandais pas d'aide pour rien. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Y a-t-il un problème avec l'assurance? Je lui ai raconté la situation avec Héloïse, sa demande de loyer, les principes des relations d'adultes, sa demande de trouver un autre endroit où vivre. Gauvin a écouté en silence, demandant parfois des détails. Quand j'ai eu fini, mon fils est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que la communication était coupée. Gauvin, tu es là? Je suis là, maman. J'essaie juste de voir si j'ai bien entendu. Héloïse te demande un loyer pour la maison que tu lui as donnée. C'est exact. Et pourtant, tu l'aides avec les enfants et les tâches ménagères pratiquement à plein temps. Oui. Cuisine, ménage, récupérer les enfants à l'école, aide aux devoirs. Silence à nouveau. Puis mon fils a juré. Pas devant moi, mais assez fort pour que je l'entende. Maman, les papiers de la donation ont-ils été finalisés? Sont-ils passés par le processus d'enregistrement? Non. L'avocat a dit que ça prendrait des mois. Des inspections, des approbations, l'enregistrement auprès des autorités de l'État. Donc, techniquement, la maison est toujours à toi. Techniquement, oui. Mais j'ai donné mon consentement écrit pour la donation, signé tous les papiers. Le consentement peut être retiré avant l'enregistrement officiel, a dit Gauvin avec confiance. Maman, je pense que tu dois parler à un avocat tout de suite. Une conversation très sérieuse. Penses-tu qu'il y a une chance d'annuler ça? Je ne suis pas avocat, mais à la compagnie d'assurance, nous traitons des situations comme celle-ci tout le temps. Tant que la donation n'est pas officiellement enregistrée, le donateur a le droit de changer d'avis, surtout s'il y a une bonne raison. Après avoir parlé à mon fils, je me sentais mieux. Non pas parce qu'il me soutenait, c'était clair sans parole, mais parce que pour la première fois en 24 heures, mon esprit était plus clair. Peut-être que la situation n'était pas aussi désespérée qu'elle le paraissait. J'ai trouvé la carte de visite de l'avocat qui m'avait aidé pour la donation. Martin Lefebvre, un homme plus âgé avec une barbe grise et des yeux attentifs. Son bureau n'était ouvert que les jours de semaine, donc je devais attendre jusqu'à lundi, mais j'avais déjà décidé que je lui parlerais. Le week-end s'est écoulé lentement. J'ai rangé la maison après la rénovation, j'ai mis les choses dans les placards, j'ai remis les meubles à leur place. Le travail physique m'aidait à ne pas penser à ce qui se passait, à ne pas rejouer dans ma tête les mots blessants de ma fille. Dimanche, Gauvin est arrivé. Il s'est présenté à l'improviste, a juste frappé à la porte après le déjeuner. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé en me serrant dans ses bras sur le seuil. Comme quelqu'un qui a été trahi par la personne la plus proche de moi, ai-je répondu honnêtement. Nous nous sommes assis dans la cuisine et j'ai fait du café. Gauvin parlait de son travail, de ses projets pour l'été, mais je sentais que son esprit était ailleurs. Il a commencé à dire quelque chose à plusieurs reprises, puis s'est arrêté. « Maman, as-tu déjà pensé qu'Héloïse n'avait peut-être pas agi seule » a-t-il finalement demandé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ce discours sur les principes, les relations d'adultes, les limites, ça ne lui ressemble pas. Ma sœur n'a jamais été portée sur les réflexions psychologiques. Quelqu'un aurait pu lui apprendre. Je me suis demandé. En effet, ma fille avait toujours été simple et directe. Elle ne lisait pas de livres de développement personnel, ne s'intéressait pas à la psychologie des relations. D'où venait ce discours sur les limites saines et l'autonomie tout d'un coup? Peut-être, ai-je convenu. Mais ça ne change rien au fond. C'est elle qui a dit les mots. Bien sûr, ça ne change rien. Ça explique juste pourquoi elle a changé si radicalement.
Peut-être qu'une de ses amies ou collègues lui a donné des conseils sur la façon de gérer ses parents. Si c'est le cas, cette personne a donné de très mauvais conseils. Gauvin est resté jusqu'au soir. Nous avons préparé le dîner ensemble, regardé un film à la télévision, un dimanche normal, mais avec une pointe de tristesse et d'anxiété. Quand mon fils était sur le point de partir, il m'a serré plus fort que d'habitude. Tout ira bien, maman. Tu fais ce qu'il faut en allant voir un avocat. Et si Héloïse ne me pardonne pas ce que j'ai fait? Maman, c'est elle qui devrait s'excuser auprès de toi pour avoir demandé un loyer pour la maison que tu lui as donnée, pas l'inverse. Lundi matin, j'ai appelé le bureau de Martin Lefebvre pour prendre rendez-vous. La réceptionniste a dit qu'il n'y avait qu'un créneau de disponible l'après-midi à 16 heures. J'ai accepté. J'avais quelques heures avant mon rendez-vous avec l'avocat, alors j'ai décidé d'aller à la banque où travaillait Héloïse. Non pas pour lui parler, juste pour la regarder de loin, pour essayer de voir si elle avait changé extérieurement autant qu'intérieurement. Le Crédit Populaire était en centre-ville, dans un vieil immeuble en briques avec de hautes fenêtres. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Vers 13h30, Héloïse est sortie pour sa pause déjeuner. Elle avait l'air comme d'habitude, tailleur, cheveux soignés, démarche assurée. Elle est passée devant ma voiture sans me remarquer et s'est dirigée vers le café de la rue voisine. Je l'ai suivie du regard, essayant de trouver un signe de doute ou de remords. Mais ma fille avait l'air calme et posée, comme si rien de spécial ne s'était passé. À 16 heures, je suis arrivée au bureau de Martin Lefebvre, une petite pièce au 2e étage d'un vieil immeuble encombré de livres et de classeurs. L'avocat a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant parfois des notes dans son carnet. Madame Ulrich, a-t-il dit quand j'ai fini mon récit. Formellement, la procédure de donation n'est pas terminée. Les documents ont été déposés au service de l'enregistrement, mais l'enregistrement final n'a pas encore eu lieu. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que vous avez tout à fait le droit de révoquer la donation. Jusqu'à l'enregistrement officiel, le donateur peut changer d'avis sans donner de raison. Mon cœur battait plus vite, donc j'avais vraiment le choix. Je n'étais pas condamnée à supporter les exigences de ma fille. Quelles seraient les conséquences juridiques d'une telle décision? La maison reviendrait à votre pleine propriété. Les droits de votre fille sur celle-ci seraient automatiquement annulés. Y a-t-il un moyen pour elle de contester cette décision en justice? Théoriquement, elle pourrait essayer. Mais comme la donation n'est pas officiellement finalisée, elle n'a presque aucune chance. La loi est de votre côté. Maître Lefebvre a ouvert le dossier, a sorti quelques feuilles et les a posées devant moi. Si vous décidez de révoquer la donation, vous devrez déposer une demande au service de l'enregistrement. La procédure prendra environ 2 semaines. Pourrais-je vendre la maison après cela? Bien sûr. Après la révocation de la donation, ce sera votre pleine propriété, et vous pourrez en disposer à votre guise. J'ai pris les documents, je les ai lus attentivement. Tout était écrit dans un langage juridique sec, mais le sens était très clair. Je pouvais révoquer l'acte de donation et reprendre la maison. Je pouvais en disposer comme bon me semblait. Maître Lefebvre, si je prenais cette décision, quand devrais-je faire la demande? Le plus tôt sera le mieux. Chaque jour augmente la probabilité que l'enregistrement se clôture automatiquement. Combien de temps ai-je pour y réfléchir? Techniquement, quelques semaines, mais je ne recommanderais pas de traîner. J'ai remercié l'avocat et je suis sortie. Le soleil brillait. Les gens se dépêchaient de leurs affaires après une journée de travail. Juste un lundi soir ordinaire dans une petite ville, et j'avais entre les mains des papiers qui pouvaient tout changer. À la maison, j'ai relu les papiers plusieurs fois, pesé le pour et le contre. D'un côté, Héloïse est ma fille, et rompre ma relation avec elle signifie perdre le contact avec mes petits-enfants. De l'autre, ces exigences sont si scandaleuses qu'il est impossible de les supporter. Héloïse a appelé toute la soirée. D'abord, elle a laissé de longs messages sur le répondeur. Puis, elle a simplement raccroché en entendant ma voix. Vers 22 heures, elle est arrivée. Je l'ai vue debout sur le porche, sonnant à la porte, frappant aux fenêtres. Je n'ai pas répondu. « Maman, je sais que tu es à la maison », criait-elle depuis la rue. « Parlons comme des adultes. » Comme des adultes. C'étaient les mots qu'elle avait utilisés pour justifier sa demande de loyer. Maintenant, elle m'appelait une adulte. Le lendemain matin, je suis retournée chez Maître Lefebvre et j'ai signé l'acte de révocation de la donation.
Dans 2 semaines, la maison sera officiellement restituée à votre propriété, a-t-il dit en acceptant les documents. Merci, Madame Ulrich. L'avocat a fait une pause, cherchant ses mots. Puis-je vous donner un conseil? J'ai hoché la tête. Les conflits familiaux sont les plus douloureux et les plus imprévisibles. Réfléchissez encore si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Parfois, il vaut mieux faire des compromis. Quel genre de compromis peut-il y avoir avec une personne qui demande un loyer pour une maison donnée? Ai-je demandé. Je comprends votre position. Je voulais juste vous avertir des conséquences possibles. J'y ai déjà pensé, ai-je répondu fermement. La décision est finale. Une semaine après le dépôt de la demande, Maître Lefebvre a appelé avec une nouvelle inattendue. Il s'est avéré que la procédure de révocation de la donation avait révélé des détails intéressants dans les documents originaux. Madame Ulrich, je dois vous voir. Il y a des informations importantes concernant le statut de votre maison. Je suis arrivée à son bureau le jour même. Maître Lefebvre m'a accueilli avec un dossier de documents et un air préoccupé. Le fait est, a-t-il commencé en me faisant asseoir dans le fauteuil en face de son bureau, que lorsque j'ai vérifié les documents au service de l'enregistrement, il y avait des retards importants dans le traitement de l'acte de donation. La machine bureaucratique tourne plus lentement que nous ne l'avions prévu. Il a ouvert un dossier, a sorti quelques papiers officiels avec des tampons. Vous voyez ces marques? Votre demande de donation est bloquée dans le processus d'approbation interagence. Le service des impôts a demandé des documents supplémentaires. Le comité foncier vérifiait les limites de la parcelle et le superviseur architectural examinait si la maison était conforme au code du bâtiment. J'ai écouté attentivement, essayant de comprendre où il voulait en venir. Donc, techniquement, la donation n'a jamais eu lieu du tout, ai-je demandé. Exactement. Donc, selon les documents, la maison était toujours à vous. Héloïse n'a reçu qu'un consentement préliminaire pour l'enregistrement futur de la propriété, mais pas le droit lui-même. L'information m'a stupéfaite. Donc, pendant tous ces mois, ma fille pensait être propriétaire d'une maison qui ne lui appartenait même pas légalement. Pourquoi personne ne nous a alertés de ces retards? Malheureusement, les avis d'avancement sont souvent perdus par la poste ou arrivent très tard. La bureaucratie de notre département n'est pas connue pour sa rapidité. Maître Lefebvre m'a montré un calendrier sur le mur. Selon les calculs préliminaires, il aurait fallu encore 3 ou 4 mois pour finaliser la donation. Mais maintenant que vous avez retiré votre demande, c'est finalisé. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? La maison est entièrement à vous. Vous pouvez y vivre, la louer, la vendre. Aucune restriction. Après la réunion avec l'avocat, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'amertume. D'un côté, la situation juridique était plus simple que prévu. De l'autre, le comportement d'Héloïse semblait encore plus scandaleux. Elle exigeait un loyer pour une maison dont elle n'était même pas officiellement propriétaire. À la maison, j'ai immédiatement appelé Sandra Dubois. Elle avait une voix énergique, professionnelle, avec un léger accent du Sud. La femme était clairement habituée à travailler rapidement et efficacement. J'ai besoin de faire expertiser la maison pour la vendre, ai-je dit sans préambule. Bien sûr. Où se trouve la propriété et quand pouvons-nous nous rencontrer? Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain à 10 heures du matin. Sandra m'a prévenu que l'inspection prendrait environ 1 heure et m'a demandé de préparer tous les documents de la propriété. Quel est votre délai pour la vente? A-t-elle demandé. Le plus tôt sera le mieux. Je vois. Nous essaierons de trouver un acheteur d'ici 1 mois. Gauvin a appelé ce soir-là. Il avait l'air inquiet. Maman, Héloïse m'a appelé au travail. Elle dit que tu es en train de faire une sorte de micmac juridique avec la maison. Je ne fais que rétablir la justice. Elle prétend que tu essaies de lui reprendre la maison que tu lui as donnée. Fils, ai-je dit patiemment, la maison n'a jamais été à elle. L'acte de donation n'a jamais été finalisé en raison de retards bureaucratiques. Techniquement, elle était toujours à moi. Gauvin est resté silencieux, digérant l'information. Donc, pendant tous ces mois, elle pensait être propriétaire d'une maison qui ne lui appartenait pas. C'est exact. Et elle me demandait un loyer. C'est toute une situation, a murmuré son fils. Que comptes-tu faire maintenant? La vendre. Une agente immobilière vient demain pour une expertise. Maman, tu es sûre? C'est une mesure assez radicale.
Peut-être devrions-nous parler à nouveau à Héloïse. De quoi y a-t-il à parler, Gauvin? Elle demande 1500 € par mois pour vivre dans la maison que je lui ai donnée. De quoi d'autre peut-on parler? Mais pense aux enfants. Owen et Ruby sont habitués à cette maison. Ils ont des amis là-bas. L'école est à côté. J'y ai pensé tout le temps. Les petits-enfants ne sont vraiment pas à blâmer. Mais leur mère a fait un choix quand elle a exigé un loyer. Maintenant, qu'elle assume les conséquences. Fils, je sais qu'il est difficile pour toi d'accepter ma décision, mais Héloïse a dépassé les bornes de la décence. Certaines choses sont impardonnables. D'accord, a soupiré Gauvin. Si c'est ce que tu décides, je te soutiendrai. Mais tu dois être prête à ce que ta relation avec ta sœur soit peut-être définitivement endommagée. Elle l'est déjà. Depuis qu'elle a exigé de l'argent pour la maison que je lui ai donnée. Sandra Dubois est arrivée ce matin. Une femme d'une 50aine d'années en tailleur strict, portant un dossier de documents et un presse-papier pour les notes. Elle avait l'air compétente et professionnelle. « Voulez-vous me montrer la maison ?» a-t-elle demandé en sortant de la voiture. Nous sommes allés ensemble à la rue des Peupliers. En chemin, Sandra a posé des questions sur le quartier, les voisins, l'état des infrastructures locales. C'est un quartier agréable, a-t-elle noté en regardant la rue. Calme, familial. L'école est à proximité. Le parc est à 5 minutes à pied. Les gens achètent des maisons ici pour longtemps, pas pour la revente. Nous nous sommes garés devant la maison. La voiture d'Héloïse n'était pas dans la cour. Apparemment, elle était au travail. Les enfants sont à l'école. J'ai ouvert la porte avec mes clés, que je n'avais heureusement pas données à ma fille. Sandra a examiné attentivement toutes les pièces, prenant des notes sur son presse-papier et des photos de chaque pièce. Elle a noté la salle de bain fraîchement rénovée, les nouveaux appareils de cuisine et le bon état des parquets. Quelle est la surface habitable? 120 mètres carrés. Plus un sous-sol et un petit grenier pour le rangement. Quelle est la superficie du terrain? 4 ares. Il y a de la place pour 2 voitures, un petit jardin derrière la maison. L'agente immobilière a hoché la tête, notant toutes les spécifications. De quelle année date la maison? 1978, mais le toit est tout neuf. Les fenêtres ont été remplacées il y a 5 ans. Le système de chauffage a été mis à jour il y a 3 ans. Nous avons fait le tour de l'extérieur de la maison. Sandra a vérifié la façade, le toit, la clôture. Elle a regardé dans le sous-sol, a évalué l'état des fondations et des services publics. C'est une très belle propriété, a-t-elle dit quand elle a eu fini. Dans un tel quartier et dans un tel état, elle sera demandée par les jeunes familles. Quelle est la valeur marchande approximative? Selon mes calculs, de 170 000 à 190 000 €. Peut-être un peu plus si nous trouvons des acheteurs avec des enfants d'âge scolaire. 180 000 € en moyenne. C'est une bonne somme d'argent pour une femme de mon âge. Assez pour une vieillesse sûre et même pour ces voyages que Charles et moi avions prévus mais que nous n'avons pas eu le temps de faire. Quand pouvez-vous mettre la maison sur le marché? 2 ou 3 jours. Nous devons rédiger un contrat de service, préparer les supports publicitaires, faire des photos professionnelles pour les mettre sur Internet. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans la maison actuellement? A demandé Sandra. J'ai un peu hésité à répondre. Tôt ou tard, je devrais dire la vérité, mais je voulais éviter les questions inutiles. Ma fille avec les enfants, temporairement. Je vois. Ils devront quitter la maison pour les visites des acheteurs potentiels. C'est une condition préalable à une vente réussie. Ce ne sera pas un problème, les jeux assurés. Même si je savais que ce serait beaucoup de problèmes. Sandra m'a donné un contrat de service immobilier. Elle a expliqué toutes les conditions de coopération. Sa commission était de 6% du montant final de la vente. Des conditions standards pour notre région. Y a-t-il des exigences particulières pour les acheteurs? A-t-elle demandé. Pas d'exigences particulières. La condition principale est une vente rapide à un prix juste. C'est parfait. Je préparerai tous les documents nécessaires et je vous contacterai dans 2 jours. Je pense que nous trouverons un acheteur convenable d'ici 1 mois et demi. Nous sommes retournés en ville. Sandra a promis d'accélérer toutes les procédures et de commencer la campagne publicitaire dès que possible. Je suis rentrée chez moi avec un étrange mélange de détermination et d'anxiété. Le soir, Gauvin a rappelé. « Maman, j'ai parlé à un agent immobilier au travail.
Il dit que le marché immobilier est assez actif en ce moment. Les bonnes maisons se vendent vite. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu vas dire à Héloïse? Quand vas-tu lui parler de la vente? Je ne sais pas encore. Peut-être quand les premiers acheteurs se présenteront. Maman, ne penses-tu pas que c'est un peu dur? La mettre devant le fait accompli au dernier moment. Ne m'a-t-elle pas mise devant le fait accompli en exigeant un loyer? M'a-t-elle prévenu à l'avance de ses projets? Gauvin s'est tu. Apparemment, il a réalisé que les arguments en faveur d'Héloïse semblaient peu convaincants. Je comprends ta logique. J'ai juste de la peine pour les enfants. J'ai de la peine pour eux aussi. Mais ce sont les enfants qui paient pour ce que font leurs parents. C'est la loi de la vie. Le lendemain, Sandra a rappelé avant l'heure promise. J'ai de bonnes nouvelles. Les papiers sont prêts. Le photographe sera là demain matin pour la séance photo. Plus important encore, j'ai déjà des acheteurs potentiels. Sitôt. Un jeune couple avec un bébé. Ils cherchent une maison dans ce quartier exact depuis 6 mois. Ils sont prêts à envisager un achat dès que possible. C'était plus rapide que ce à quoi je m'attendais, mais ce n'était que pour le mieux. Plus vite la maison serait vendue, moins il y aurait de problèmes et de conflits. Organiser une rencontre, ai-je dit. Ils peuvent venir pour la visite ce week-end. S'ils aiment la maison, ils sont prêts à faire une offre tout de suite. Parfait. Alors nous nous retrouverons demain matin à 10 heures. N'oubliez pas d'apporter tous les titres de propriété de la maison. J'ai raccroché le téléphone et je suis allée à la fenêtre. Les enfants du quartier jouaient dehors, tout comme mes petits-enfants dans la cour de la rue des Peupliers. Seulement, maintenant, Owen et Ruby devraient bientôt trouver un nouvel endroit pour jouer et une nouvelle maison pour vivre. Jeudi matin, Sandra est arrivée avec un photographe pour prendre des photos de la maison. Un jeune homme avec un appareil photo professionnel et tout un tas d'équipements a fait le tour de toutes les pièces en prenant des photos sous différents angles. Il a accordé une attention particulière à la cuisine et au salon, les pièces qui attirent le plus les acheteurs. C'est une excellente propriété, a-t-il dit en rangeant ses trépieds et ses lumières. Les photos vont très bien se vendre. Les maisons comme celle-ci se vendent vite. À l'heure du déjeuner, tout était prêt. Sandra m'a montré des maquettes d'annonces pour les sites internet et les journaux locaux. La maison était parfaite sur les photos. Des pièces lumineuses et spacieuses, une cour verte soignée, une façade bien entretenue avec de la peinture neuve. Je publierai les annonces aujourd'hui, a promis l'agente immobilière, et demain matin, je montrerai la maison au jeune couple dont je vous ai parlé. Ils sont très intéressés et prêts à prendre une décision rapidement. J'ai signé le contrat de service. J'ai remis à Sandra tous les documents nécessaires. La maison était officiellement sur le marché. Vendredi a commencé tôt. À 9 heures du matin, Sandra et moi sommes arrivés rue des Peupliers pour préparer la maison à la visite des acheteurs potentiels. Héloïse n'était pas là. Elle était partie travailler à la banque comme d'habitude. Les enfants sont à l'école jusqu'à 15 heures. Le moment idéal pour une inspection tranquille sans trop de questions et d'explications. Nous avons rapidement disposé les meubles sous la lumière la plus favorable. Nous avons rangé toutes les affaires personnelles de la famille dans les placards. Nous avons ouvert tous les rideaux et les stores pour maximiser la lumière naturelle. La maison a été transformée, ressemblant à une photo d'un magazine immobilier de luxe. Les acheteurs aiment les pièces lumineuses et spacieuses, a expliqué Sandra en réarrangeant un fauteuil dans le salon. Et ils font attention à la propreté et à l'ordre. Les acheteurs potentiels sont arrivés à l'heure. Julien et Émilie Cartier avec leur fils de 4 ans, Tom. Un jeune couple d'une trentaine d'années, ils travaillaient comme ingénieurs pour la compagnie d'électricité locale. Elle était institutrice à l'école primaire, la même que celle de mes petits-enfants. C'est le genre de famille de la classe moyenne qui achète habituellement des maisons dans notre quartier tranquille. Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ? A demandé Julien en scrutant le salon spacieux avec ses grandes fenêtres. Depuis hier seulement, a dit Sandra. Vous êtes les premiers acheteurs potentiels. Ils ont parcouru chaque pièce méthodiquement, vérifiant la plomberie dans les salles de bain, le sous-sol et le grenier. Julien a particulièrement scruté le système de chauffage et le câblage électrique. Émilie a aimé la chambre d'enfant avec ses grandes fenêtres, ses placards intégrés et son bureau confortable. L'école est-elle vraiment à 5 minutes ? A-t-elle demandé en regardant par la fenêtre de la chambre d'enfant. Oui, ai-je confirmé. C'est une très bonne école avec un personnel enseignant solide.
Mes petits-enfants y étudient pour la 2e année et sont très heureux. Le petit homme a couru partout dans la maison, regardant avec enthousiasme dans tous les coins et les placards. Il est resté le plus longtemps dans la chambre d'enfant, faisant tourner le grand globe sur le bureau, regardant la carte du monde aux couleurs vives sur le mur, ouvrant et fermant les tiroirs du bureau. « Maman, on pourra habiter ici ?» a-t-il demandé avec espoir dans la voix. « Peut-être mon grand, si papa et maman aiment la maison », a répondu Émilie en souriant. Après 1 heure et demie d'inspection détaillée, nous nous sommes réunis dans la cuisine spacieuse pour discuter des détails de la transaction éventuelle. Julien a sorti un carnet et a commencé à noter soigneusement les spécifications et les chiffres qui l'intéressaient. « Quel est le prix de vente final ?» a-t-il demandé d'un air professionnel. « 185 000 €, a dit Sandra clairement. « C'est un prix juste pour une maison dans cet état et dans ce quartier », a convenu Julien après un moment de réflexion. « Mais nous avons quelques conditions. Préalables à la transaction. » Il voulait effectuer un examen technique indépendant de la maison pour vérifier l'état de toutes les installations, du câblage électrique, de la plomberie, des égouts, du système de chauffage. C'est une procédure standard lors de l'achat d'une propriété, surtout une construite il y a plusieurs décennies. Ils ont également demandé de reporter le déménagement final d'1 mois. Ils devaient vendre leur appartement actuel dans une autre partie de la ville. Ce sont des conditions tout à fait acceptables, ai-je convenu sans hésitation. Alors nous sommes prêts à faire une offre concrète dès maintenant, a dit Émilie fermement. 175 000 € en espèces, sans hypothèque ni prêt bancaire. La différence de 10 000 € ne me dérangeait pas du tout. L'essentiel est que les acheteurs soient sérieux, solvables et prêts à agir rapidement sans trop de réflexion ni de conditions supplémentaires. C'est conclu, ai-je dit en tendant la main pour serrer celle de Julien. Sandra a promis de préparer le compromis de vente pour le début de la semaine prochaine. La famille Cartier est partie de bonne humeur, discutant activement des projets pour le nouveau nid familial et de l'aménagement des meubles. Une excellente affaire, a dit l'agente immobilière joyeusement lorsque nous étions seuls dans la maison. Des acheteurs honnêtes. De l'argent comptant sans les délais bancaires, un enregistrement aussi rapide que possible. Les conditions ne pourraient pas être meilleures. J'étais grandement soulagé. La partie la plus difficile et la plus imprévisible de la procédure de vente était derrière moi en toute sécurité. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment que tous les documents nécessaires soient traités et à recevoir l'argent que je méritais. Nous avons soigneusement fermé la maison à clé et sommes retournés en ville. En chemin, Sandra nous a parlé en détail des procédures à venir, de l'expertise technique, de la signature du contrat principal, de l'enregistrement officiel du transfert de propriété auprès des autorités de l'État. S'il n'y a pas de problèmes imprévus, alors dans 1 mois toutes les formalités seront entièrement terminées, m'a-t-elle assuré avec confiance. À la maison, une très désagréable surprise m'attendait. Héloïse était assise sur le porche de ma maison, fumant nerveusement et tenant dans ses mains tremblantes une impression d'une annonce de vente de la maison provenant d'un site internet. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses yeux rouges et gonflés de larmes. « Maman, que signifie ce papier ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante, agitant agressivement la feuille. Je suis passé silencieusement devant elle, j'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé et je suis entré dans la maison. Héloïse m'a immédiatement suivi sans attendre d'invitation. J'exige une explication. Que signifie cette annonce de vente ? A-t-elle répété beaucoup plus fort et plus agressivement. Exactement ce qui est écrit noir sur blanc. Ai-je répondu sur le ton le plus calme possible. La maison est à vendre. Mais c'est ma maison. Tu me l'as donnée il y a moins d'1 an. Il n'y a pas de ta maison, Héloïse. L'acte de donation n'a jamais été officiellement finalisé. Elle était enregistrée à mon nom, et elle l'est toujours. Ma fille s'est affalée lourdement dans mon fauteuil préféré, pressant convulsivement ses 2 mains sur son visage pâle. Je ne comprends plus rien du tout. Comment ça, pas finalisé ? Nous avons signé beaucoup de documents avec toi. Nous sommes allés plusieurs fois chez le notaire, avons payé les frais de l'État. Nous n'avons signé qu'une déclaration d'intention de donner à l'avenir. Mais en raison de nombreux retards bureaucratiques dans les agences de l'État, l'enregistrement final n'a jamais été finalisé. Et maintenant, j'ai officiellement retiré cette demande. Tu n'as aucun droit moral de faire ça, a hurlé Héloïse hystériquement, sautant de son fauteuil. J'ai 2 jeunes enfants. Où allons-nous vivre maintenant ? Dans la rue ? J'aurais dû réfléchir sérieusement à ses conséquences plus tôt, de préférence avant qu'elle n'exige un loyer de sa propre mère pour la maison qu'elle lui avait donnée. Maman,
je suis prête à oublier toute cette histoire de loyer tout de suite. Nous pouvons en discuter calmement et trouver sûrement un compromis raisonnable. Il est trop tard pour les compromis, Héloïse. La maison a déjà été vendue à des acheteurs sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire par déjà vendue? Elle a de nouveau sursauté. Tu ne peux pas la vendre sans mon consentement écrit. Si, je peux et je l'ai fait. Les acheteurs ont versé un acompte substantiel aujourd'hui et dans un mois, nous signerons le contrat de vente finale. Héloïse a fondu en larmes. De vraies larmes inconsolables et désespérées, comme les petits enfants pleurent quand ils réalisent enfin qu'ils ont fait quelque chose de complètement irréparable. Maman, je t'en supplie. J'ai eu tort d'exiger une sorte de loyer. J'ai pleinement réalisé ma terrible erreur. Essayons de revenir en arrière. On ne peut rien reprendre, ma fille. Certaines paroles prononcées ne peuvent être reprises, peu importe la sincérité des regrets. Mais tu es ma propre mère. Comment peux-tu laisser tes propres petits-enfants pratiquement sans abri en toute sécurité? De la même manière que tu as pu exiger de sang-froid un loyer de ta mère pour une maison que tu avais toi-même reçue en cadeau gratuitement. Elle faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal traqué, s'asseyant sans repos dans son fauteuil, puis se levant immédiatement, puis se précipitant vers la fenêtre et se détournant aussitôt. C'est tout à cause de cette maudite Karine, a-t-elle lâché entre ses larmes. Ma collègue à la banque. Elle me disait toujours que j'étais trop douce et sans caractère, que je laissais toutes sortes de gens me marcher sur les pieds impunément, même mes plus proches parents. Mon intuition ne m'avait donc pas trompée, et Gauvin avait en effet absolument raison. Quelqu'un de l'extérieur avait en fait activement encouragé Héloïse à faire des demandes de loyer inouïes. Cette Karine n'arrêtait pas de dire que les relations vraiment adultes nécessitent nécessairement l'établissement de limites claires et infranchissables. Que même avec ses propres parents, il faut être ferme et inflexible. Et tu as suivi les conseils d'une collègue que tu ne connaissais pas au lieu de réfléchir avec ta propre tête aux conséquences. Je pensais honnêtement que je faisais ce qu'il fallait, que j'apprenais enfin à être une femme vraiment indépendante et autonome. Apprendre à être indépendante uniquement aux dépens de ta propre mère, qui t'a donné une maison entière par pure bonté de cœur. Héloïse a de nouveau pleuré, cette fois plus amèrement et inconsolablement. Mère, je te supplie à genoux de me pardonner. Donne-moi au moins une autre chance de me racheter. Je te serai éternellement reconnaissante pour le reste de ma vie. Je me souviendrai et apprécierai toujours ta bonté sans borne. Tu as déjà eu ta chance, et une très bonne. Pendant 3 mois entiers, tu as vécu sereinement dans la maison offerte, en utilisant activement mon aide constante et désintéressée. Et qu'est-il arrivé à la fin? J'ai fait une terrible erreur. Mais toutes les personnes normales ont le droit naturel de faire des erreurs. Bien sûr qu'elles le font. Mais pour toute erreur, surtout des erreurs aussi graves, il faut toujours payer cher. La conversation angoissante s'est poursuivie pendant encore 1 heure. Héloïse a tour à tour supplié et menacé, sangloté et crié à nouveau. Elle a affirmé qu'elle irait certainement en justice, qu'elle trouverait un moyen légal de contester la vente de la maison. J'ai patiemment écouté tout cela en silence, m'efforçant de ne pas céder à des émotions manifestement manipulatrices. Tu détruis complètement notre famille, a-t-elle crié hystériquement à la toute fin. Tes propres petits-enfants ne te le pardonneront jamais. C'est toi, ma fille, qui as détruit la famille au moment où tu as exigé sans vergogne un loyer de ta mère, et les petits-enfants comprendront et apprécieront la situation quand ils seront un peu plus âgés et plus matures. Elle a quitté ma maison en claquant violemment la porte d'entrée. Je suis restée toute seule dans une maison qui semblait à nouveau trop calme, vide et sans vie. Le week-end s'est passé dans l'attente languissante de la suite des événements. Héloïse ne m'a plus appelée, ni n'est venue avec de nouvelles exigences ou demandes. Gauvin est venu me voir dimanche après-midi, et nous sommes restés assis en silence dans la cuisine pendant très longtemps, hésitant presque à parler. Elle m'a parlé en détail de sa collègue à la banque, a finalement dit le fils à voix basse. La même femme qui lui a donné tous ses conseils malsains sur les limites saines et les relations familiales. Des conseils vraiment très nuisibles et stupides. Extrêmement malsains et inappropriés. Mais Héloïse est une personne adulte, expérimentée. Elle aurait dû être bien consciente de ce qu'elle faisait et des conséquences que cela pourrait entraîner. Elle l'était. Elle était juste assez arrogante pour penser qu'elle pouvait profiter de ma bonté et de mon amour maternel en toute impunité. Lundi matin, Sandra m'a personnellement apporté un compromis de vente soigneusement rédigé. La famille Cartier avait signé tous les documents sans la moindre hésitation ni doute et avait versé un acompte substantiel de 10 000 € en espèces.
Un examen technique indépendant de la maison est prévu pour mercredi prochain, a dit l'agente immobilière d'un air professionnel. Si les experts ne trouvent aucun problème caché grave, alors nous signerons solennellement le contrat final vendredi. L'expertise professionnelle s'est déroulée de manière étonnamment fluide et réussie. Les experts invités n'ont trouvé aucun problème technique grave avec la maison. Ils ont seulement noté les plus petits défauts cosmétiques, qui n'affectent absolument pas la valeur marchande de la propriété. Vendredi matin, nous nous sommes solennellement réunis dans le spacieux bureau du notaire pour signer le contrat de vente principal. Le couple Cartier est venu avec un chèque de banque pour le montant total, 175 000 €. Toute la procédure officielle a duré moins d'1 heure. Je félicite sincèrement tous les participants pour la réussite d'une transaction mutuellement bénéfique, a dit solennellement le notaire aux cheveux gris en apposant son dernier cachet officiel sur les documents. Je tenais fermement le chèque de banque dans mes mains et je ressentais un étrange vide intérieur. L'argent avait été reçu. L'objectif avait été atteint, mais le prix de cette réalisation était inopinément élevé et douloureux. Les heureux nouveaux propriétaires ont reçu toutes les clés de la maison et se sont immédiatement rendus à leur nouveau nid familial. Ils prévoient de commencer à emménager activement dès le week-end prochain. Que adviendra-t-il des locataires actuels ? A demandé Émilie Cartier avec une curiosité naturelle. Quand quitteront-ils enfin la maison pour nous ? Ils sont déjà au courant de la vente, ai-je répondu évasivement. Ils déménageront dans les prochains jours. En fait, je n'avais aucune idée de l'endroit où Héloïse et les petits-enfants allaient vivre. Mais maintenant, ce n'était plus mon problème ni ma responsabilité. Sandra m'a ramené chez moi dans sa voiture et m'a dit au revoir chaleureusement sur le porche. C'était un plaisir de travailler avec vous, a-t-elle dit sincèrement. Si vous avez besoin de services immobiliers professionnels à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. À la maison, je me suis installée dans le fauteuil préféré de Charles et j'ai longuement regardé par la fenêtre la rue paisible. Sur le trottoir, les enfants du quartier jouaient joyeusement. La vie ordinaire d'une petite ville suivait son cours tranquille. Et je n'arrêtais pas de penser au vrai prix de l'amour parental et des soins maternels. Il y a exactement 1 an, j'ai donné de tout mon cœur une maison entière à ma fille bien-aimée, voulant sincèrement l'aider, elle et mes petits-enfants adorés. Je voulais que ma petite famille vive en toute sécurité, stabilité et prospérité. Et en conséquence, j'ai reçu une demande de loyer effrontée et une leçon arrogante sur de prétendues relations d'adultes. Peut-être que de l'extérieur, j'ai agi de manière inutilement cruelle et sans cœur, en vendant sans pitié la maison et en abritant mes propres petits-enfants. Mais parfois, la cruauté est le seul moyen efficace d'apprendre aux enfants adultes gâtés à apprécier vraiment les soins parentaux sincères et l'amour désintéressé. Le chèque de banque reposait soigneusement sur la table basse, me rappelant constamment la transaction irrévocable. 175 000 €. Vraiment une très bonne et solide somme d'argent pour une vieillesse tranquille et sans problème d'une femme âgée. Mais cet argent a été acheté à un prix incroyablement élevé. La rupture définitive avec ma fille unique et mes petits-enfants adorés. Le téléphone est resté obstinément silencieux pendant 1 semaine. Héloïse ne m'a pas appelé une seule fois pendant tout ce temps. Elle cherchait probablement frénétiquement un nouveau logement convenable pour sa famille, essayant de résoudre les multiples problèmes de logement qu'elle avait créés avec ses exigences et ses revendications déraisonnables. Je me suis lentement levée de mon fauteuil, je me suis approchée prudemment de la grande fenêtre et j'ai de nouveau longuement regardé la rue calme du soir. Ma maison avait été qualitativement réparée après l'accident. Elle était chaude et confortable, mais sans les rires constants de mes enfants et les histoires passionnantes de ma petite fille sur ses aventures scolaires. C'était juste un bâtiment ordinaire, pas une vraie maison vivante. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, Héloïse comprendra et réalisera enfin ce qu'elle a fait de ses propres mains. Peut-être que mes petits-enfants bien-aimés finiront par me pardonner cet acte forcé et cruel. Ou peut-être que je resterai toute seule avec mes principes fermes et un solide chèque de banque. Le véritable coût de l'amour parental sans borne a été bien plus élevé et plus douloureux que je n'aurais pu l'imaginer. Mais certaines leçons vitales ne peuvent être enseignées aux enfants adultes gâtés que par les méthodes les plus brutales et les plus impitoyables.